Okay, so let us start. Hello, everyone. Thank you for joining me. It's so nice to have such amazing and diverse participants from many countries around the world. So, welcome, all. It's nice to have you on board. So, let's get straight into the webinar. I'm going to give you a few brief points before I hand you over to our today's speakers. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation. C'est vraiment excellent d'avoir autant de participants venant du monde entier. Alors, soyez les bienvenus toutes et tous. Donc, nous allons commencer bientôt notre webinaire. Je vais d'abord vous présenter quelques informations techniques avant de vous laisser en nos chers intervenants. So, we are happy to welcome you on this ADEPT Forward monthly webinar on investing beyond remittance for diaspora, a webinar which is organized in partnership with Afford. Afford is African Foundation for Development based in UK, and it's a member of ADEPT. So my name is Nella Matruk, and I'm the Communications and Engagement Officer at ADEPT, and I will be your today's host. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire mensuel d'ADEPT qui portera sur les opportunités d'investissement au-delà des envois de fonds, organisé en partenariat avec AFORD. C'est la Fondation africaine pour le développement, basée à Londres, en Royaume-Uni, qui est aussi membre d'ADEPT. Je m'appelle Nella Motruc et je suis responsable des communications et d'engagement et je serai votre hôte pour aujourd'hui. I'll just take you through some technical points. First of all, I would really ask you to keep your microphones muted and unmute them when the floor for discussions and exchanges is open by clicking on the microphone button in the chat box in front of your name. Also, feel really free to use the chat box for any questions and comments during the webinar. We can see them and will proactively address during the webinar questions and answers section. Last but not least, as we have both English and French-speaking participants, we will provide consecutive translation from English to French and vice versa. Je vais juste vous présenter quelques points techniques. Premièrement, je vous demanderai vraiment de garder vos microphones actifs et de réactiver lors des sessions questions-réponses qu'on va avoir à la fin des présentations. Sur le bouton microphone situé à côté de votre nom. À nous, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toute question ou tout commentaire pendant tout le webinaire. Nous pouvons, juste un moment, je pense qu'il y a un micro coupé. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super, parce que il y avait apparemment des problèmes techniques avec le son. D'accord, merci. Super, je peux continuer. Super. Alors, comme je vous ai dit, pendant la session, on vous demande de mettre vos microphones inactifs et de les activer lors de la session des questions-échanges. Et finalement, comme nous avons des participants francophones et anglophones, nous vous fournirons une traduction consécutive de l'anglais en français et vice-versa. So, during today's webinar, we will open the issue of remittances, facts and figures related to it, and diaspora finance options overview, and what are the key factors to consider when considering finance beyond remittance. For it, we have with us Eric Guichard, a food partner and founder and CEO of HomeStreams, a diaspora investment advisory platform that advises public, private, and multilateral organizations on how to mobilize diaspora capital for investment into public and private projects. Eric brings with him over 25 years of financial investment knowledge and experience. Au cours du webinaire d'aujourd'hui, nous aborderons les questions des envois de fonds, des faits et chiffres, un aperçu des options de financement de la diaspora pour un impact social, ainsi que des facteurs clés à prendre en compte lorsque vous envisagez un financement au-delà des transferts. Pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui Eric Guichard,
Partenaire des Affor, des fondateurs et PDG des Homestrings, c'est une plateforme de conseil en investissement de la diaspora qui conseille les organisations publiques, privées et multilatérales sur la manière de mobiliser le capital de la diaspora pour investir dans des projets publics et privés. Eric apporte avec lui plus de 25 ans d'expérience, de connaissances et d'expertise dans l'investissement financier. Donc, before I hand you over to Eric, I would like to invite Radi Sakonyang, our president, for welcome word. Donc, avant, je vous laisse à Eric, je voudrais inviter Madame Radi Sakonyang, qui est la présidente d'ADEP, pour un mot de bienvenue. Radi, est-ce que tu es là? Allô, allô. Allô, allô. Ok, peut-être qu'elle va nous joindre dans très peu de temps. Peut-être il y a un problème technique. Donc, pour ne pas perdre le temps, Radi, est-ce que tu es là? Non. Ok, donc elle va nous joindre sous peu. Pour ne pas perdre le temps, je voudrais laisser la parole à Eric pour présenter le sujet d'aujourd'hui. So, Radi will join us in a couple of minutes. In the meantime, I would like to welcome Eric, to give the floor to Eric, but before, to thank him very much for his time, for his investment, engagement, and for being today with us. Thank you, Eric. You have the floor. Eric. Eric. Yes. Hi. Sorry about that. Can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you again for the kind introduction. Before I start, a couple of things. One, can you put the presentation in slideshow? So yes, of course. It can be a full screen. I'd like to thank Adept for inviting me to speak to this diverse audience, and also would like to thank my partners at Afford, with whom I've been working for the past 6 years on a number of diaspora-related projects. It's an honor to speak to this audience, and I look forward to the interaction. The presentation today will cover a very broad spectrum of issues, scenarios, and examples. It is meant to provide sort of a highlight on the various developments in the diaspora investment space, the work that we're doing on a global basis, and then specifically in Africa, and then to provide practical examples and solutions to the audience, so that they can, take their ideas and motivations and implement them, hopefully. Next slide, please. Okay. You have control of the slides. So just next slide. There you go. So before I start, I need to announce a disclaimer. Since I live in the U.S. but work in the U.K., I have to mention that Homestrings is not an investment advisor. We simply do currently consulting, and as Nelly talked about earlier, we advise multilateral institutions, private companies, international organizations on how to raise capital from the diaspora. But again, Eric, we don't provide it. Sorry? Can you hear me? Right now, yes. Okay.
So we just in a quick summary, we don't provide investment advice, but we recommend strategies, products, diaspora, marketing, outreach, etc. But we don't do investment advice. Next slide, please. Just maybe before you go into the presentation, I just quickly translate what you said. Okay, sure. Sorry about that. Yeah, no problem. Donc, Eric Guichard tient à remercier d'abord AFORD pour ce partenariat de confiance qu'il est en train de construire. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle portera sur plusieurs objectifs. Donc, la première, c'est de vous apporter des informations, des dernières informations sur les développements, les derniers développements et avancées dans le domaine des financements des diasporas, aussi de vous donner aussi les informations sur le spectre des services, aussi des exemples pratiques, des solutions pour le financement de la diaspora. Avant de commencer, donc Eric, il vit aux États-Unis, mais il travaille à Londres. Et donc, pour le home string, il tient vraiment à souligner l'importance que lui, il n'arrive pas et il ne donne pas un conseil en investissement, mais il suggère en fait, il fait des recommandations, des stratégies, des produits, des solutions pour le marché. Donc ça, c'est clairement indiqué dans la clause des non-responsabilités que vous voyez devant. Very good. Next slide, please. Okay. Yeah, great. The diaspora issue is becoming a very, very big opportunity for development finance, in part because of 2 or 3 key factors. One, the size of remittances, transfers from the diaspora to their home country is growing at a pace faster than any other forms of transfer, whether it's a foreign direct investment, whether it's official development aid. Remittances are outstripping those 2 forms of transfer, and in fact creating a whole new support system for families back home. The numbers on a global basis are very significant. It's in excess of $500 billion that's being transferred, and then I'll talk about some of the details as it relates to Africa on the next slide. Translation, over to you. Yeah, thank you very much, Rick. Donc aujourd'hui, les questions de la diaspora, elle intéresse de plus en plus le domaine de financement, des développements des financements pour essentiellement 3 facteurs qui sont, premièrement, c'est les volumes de transfert de fonds qui sont incroyables en ce moment, qui sont en permanence, en permanente évolution. Aussi, de point de vue des pays d'origine, de point de vue de type des différents investissements, que ce soit l'aide publique au développement, que ce soit le financement direct, que ce soit les transferts de fonds, qui sont en train de bouleverser complètement le système d'appui aux différents ménages, aux familles, qui créent en fait des nouvelles formes de soutien à ces familles qui sont restées dans les pays d'origine. Excellent. Next slide, please. Great. Just to give you a quick overview of the key numbers. Officially, according to the World Bank, over $100 billion is being sent to Africa by about 35 million Africans who are living abroad. Approximately 50 billion of that is going to sub-Saharan Africa,
And then the three countries that are dominant in terms of receipts are obviously Nigeria, which receives slightly below half of that number, about $20 billion a year from Nigerians living abroad. And then quickly followed by Ethiopia, and then followed by Kenya, with the balance being spread among the remaining countries. What is interesting about these remittances is, according to the World Bank, and again also according to central banks on the receiving end, is about 25% of those remittances is actually seeking investment opportunity. And what that 25% is currently finding is investment in property, the purchase of land, the building of a house for ultimately for retirement, the financing of small business, or in situations where there is a domestic capital market, the purchase of listed equity and listed debt. What is not captured in these global numbers is an even more significant aspect of remittances, and that's intra-continental transfers, transfers between countries. And the example I give is transfers between Cote d'Ivoire and Mali, where the transfers outstrip the transfers received by Mali from, say, France. And I think that is extremely important, and I'll talk about the opportunities related to those intra-continental transfers. Last, the key players in remittances are the banks, particularly as it relates to Africa, and money transfer organizations like Western Union and MoneyGram. And then in some cases, particularly in the case of Kenya, telecoms like Safaricom and MTN, when it comes to Nigeria, are playing bigger roles in facilitating transfers. Ok. Donc, ce qui est intéressant dans les envois de fonds de la diaspora, selon les données de la Banque mondiale, donc il y a plus de 5 milliards de dollars envoyés par environ 35 millions d'Africains qui vivent à l'étranger. Et donc, ce qui est intéressant, qu'environ 50 milliards de dollars sont envoyés en Afrique subsaharienne. Ce que disent aussi... donc, les trois pays qui sont au top de ces listes, effectivement, c'est Nigeria avec à peu près 20 milliards. Après, il y a l'Éthiopie et Kenya qui clôturent la Troïka, et le reste de tous ces envois sont splittés entre les autres pays africains. Aussi, selon la Banque mondiale et certaines banques centrales des pays africains, environ 25% de ces envois de fonds cherchent des opportunités d'investissement qui sont très diverses, peut-être essentiellement le logement, l'achat de la terre, des appartements, des maisons, l'investissement dans des petites entreprises, l'équité et les dettes. Ce qui est aussi intéressant de savoir que les envois de fonds intra-africains ne sont pas comptabilisés, et des fois ils dépassent même 5 milliards de dollars par an. On peut clairement voir le cas de Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, les montants envoyés sont 3 fois plus importants que les montants envoyés entre la France et le Mali. Aussi, il faut savoir que les transferts sont gérés par essentiellement les banques. Les opérateurs de transferts comme Western Union, MoneyGram, qui sont les acteurs les plus importants sur le marché, et les entreprises de télécommunications, c'est essentiellement le cas des Kenya ou du Niger, où les transferts sont pas mal effectués par ces entreprises. Go on, Eric. Yep, next slide. Great. What is interesting about the banks is that they, in very specific cases, can provide a diversity of opportunity that
formally structured regulatory compliance. And the question again is whether in the domestic market the investment opportunities are structured and made available as securities to the investing diaspora. So in the case of banks, we've seen, and I can tell you in what markets in particular, you have the opportunity to invest in mutual funds with various mutual Hello? funds in. Hello? Eric? Eric? Hi, Eric? Eric? Targeted at private. Yes. Eric, I'm very Hello? sorry, but there is we lost you for a couple of seconds. Can you hear me? Yeah. Yes. Can you hear me now? Okay. I'm not sure why. I can see my name pop up on the screen, so I'm not sure why you can't hear me. But let me know if when you can't hear me. I'll stop and wait for it to resettle. So yeah, so as I was saying, banks provide the broadest options for the diaspora to invest and the most organized universe of investment opportunities. So in some cases, in some countries in particular, Nigeria, Kenya, Ghana in particular, you can access mutual funds, you can access real estate loans, you can access bonds and stocks that are listed on the local stock exchange. You can also do retirement planning by, and again, the countries that we've seen this being available, and I can talk about the actual banks in particular, would be Kenya, Nigeria, and Ghana, and I think to a certain extent Cote d'Ivoire within the Francophone zone. When remittances are facilitated by MTOs, there are very few options, in part because they don't have the appropriate licenses domestically, and also in the countries in which the diaspora live. They need to have the appropriate licenses in order to market investment opportunities to the diaspora through their user interface. And most money transfer organizations don't necessarily have that. I think Western Union is the only one that is currently considering offering more than simply remittances services. The telcos, the potential exists, particularly in the case of Kenya with M-Pesa, which is an electronic wallet that is now doing international transfers as well as domestic and regional transfers, and they're connected to banks, which then offer potentially the pipeline of investment opportunities that I talked about before. But Kenya is a very unique situation. We don't see a replica of that in other countries as of yet. We're currently working in Nigeria, where the regulatory environment is very difficult for telcos to be able to provide these services on an international basis. One of the key drivers of all this is the availability of structured investments, or another way to put this, the availability of a capital markets in the home country. I know that for the most part in West Africa, in French-speaking West Africa, there's a single stock exchange, which is a regional stock exchange. The availability of investment opportunity is very thin in that market, compared to Kenya, compared to Ghana, compared to Nigeria, and other countries in the SADC region, for instance. Translation? Thank you. Okay. Donc, quelles sont les possibilités pour investir? Quand on parle de banques, les banques qui collectent les envois de fonds, qui canalisent les envois de fonds, ils proposent effectivement des options d'investissement les plus larges dans les pays d'origine, tout simplement parce qu'ils ont les permissions, ils ont le cadre qui permet de le faire. C'est justement ce qu'ils proposent, ce sont des fonds communs de placement, ce peut être les prêts immobiliers, ce peut être des obligations,
les actions de planification de la retraite. On voit clairement ces avancées dans des pays comme Kenya, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Aussi, quand on parle de marché, c'est le marché bancaire qui est le plus structuré en fait au niveau des propositions de services. Quand on parle des opérateurs de transfert tels que Western Union ou MoneyGram, donc ils ont très peu d'options d'investissement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des cadres, ils n'ont pas des licences nécessaires pour le faire. Mais il faut savoir que Western Union, il travaille actuellement sur des options qui permettent non seulement, donc il a déjà des options qui vont au-delà juste des transferts de fonds, mais ils sont en train de travailler et de développer davantage ce secteur. Pour tout ce qui est telco, les opérateurs des télécommunications, le potentiel, il existe. C'est clairement le cas d'M-Pesa des Kenyans. Il y a donc actuellement, il travaille, donc Eric avec son équipe, il travaille aussi avec Nigeria pour pouvoir développer davantage ce domaine. Quels sont les facteurs clés en fait? Les facteurs clés, c'est un marché des capitaux dans les pays d'origine. Ça veut dire que ça doit être un marché bien structuré, un marché bien organisé pour pouvoir permettre les différents types d'investissements de ces envois. OK. Stay with switch. Excellent. Next slide. Here it is. Great. So one of the things I'd like to talk about are the impediments. Usually when you hear about impediments, particularly in the development finance community, they tend to point to difficulties that, but in this particular case, when it comes to investing back home, the biggest impediments happen to be in the host country, in the country where the diaspora live. On the one hand, for domestic banks, for banks back home to be able to sell investment opportunities in the country where the diaspora live, they need very specific licenses that could be very expensive, particularly in terms of compliance with the rules. Now, one of the biggest compliance expenses is what we call the regulatory classification of the investor or the prospective investor. In the West, particularly in Europe and in the US, there are two key classifications. You're either an accredited individual or you are a non-accredited individual. The definition of accredited individual differs from, say, the UK from the US, but they all come back to a single factor. The regulators consider individuals who are wealthy as being knowledgeable about investment risk and therefore classify them as accredited investors, who then in turn have access to a broader list of investment opportunities. Whereas the non-accredited investor, those who are middle class and lower middle class, they are considered to be not sophisticated and therefore not knowledgeable about risk, and therefore the list of opportunities that are available to them have to go through a rigorous review by the regulators, and therefore the list is very narrow. It is essentially listed equities and listed debt instruments that are made available. That listing process can be very expensive, particularly for investment targets in the home country seeking to raise capital in the host country of the diaspora. But there is, the opportunity for the governments in the home country to develop the local capital markets, develop and train agents back home to structure investment opportunities that can then be distributed through the banks to the diaspora living abroad.
requires building. It requires knowledge of regulatory issues in the host country, and it requires understanding how to market those investments to the diaspora. All of which we provide advice on. Okay. Translation? Yes. Yes. Just a second. Donc, quand on parle des deux pays hôtes, quels sont les enjeux importants? Donc, pour les banques, les investissements dans les pays d'origine peuvent être vraiment très chers, tout simplement parce que les banques doivent obtenir une licence en Occident qui leur permettrait d'introduire des options d'investissement pour ceux qui envoient des fonds pour la diaspora. Donc, c'est clairement un cadre réglementaire qui est très strict que les banques doivent connaître et doivent mettre en place, et obtenir une licence pareille, ça peut coûter des fois très très cher. Soit si c'est pas possible, donc les personnes qui souhaitent investir, elles doivent rentrer dans leur pays d'origine pour pouvoir ouvrir un compte dans une banque sur place. Donc, quand on parle des restrictions réglementaires des pays hôtes, donc ils sont fondés sur des mesures de protection de la richesse. Donc, il y a deux types des investisseurs. Ce sont des investisseurs accrédités ou non accrédités. Quand on parle des investisseurs accrédités, c'est essentiellement des investisseurs qui connaissent très bien les restrictions réglementaires, qui connaissent très bien les risques qui engagent des investissements et qui ont un potentiel financier assez intéressant, qui sont riches en gros. Voilà. Les investisseurs qui sont non accrédités, donc c'est essentiellement la classe moyenne qui ne sont pas sophistiqués, qui ne sont pas difficiles en termes de gestion, qui connaissent peu les restrictions réglementaires, qui connaissent peu les risques que ça implique un investissement, et donc bien évidemment ça représente aussi un risque pour les banques. Donc il faut savoir que avoir des listes de ces personnes, ça peut coûter à la banque très cher, et donc il s'agit essentiellement pour les pays d'origine de faciliter en fait cet environnement d'investissement, à mettre en place une réforme financière nationale qui permettrait en fait d'obtenir tous ces points qui sont nécessaires pour faciliter les investissements. Il s'agit essentiellement de structurer le marché. Il s'agit aussi de former, de transmettre les connaissances sur la réglementation aux personnes qui travaillent dans ce domaine, aux banquiers, aux agents, aux différentes personnes qui sont impliquées directement dans ce processus. Voilà. Okay, Eric? Yep. Next slide. So some of the, on this slide, what I talk about are an overview of new developments that are going on, that are trying to connect the diaspora, what we call diaspora capital, to investment opportunities back home. Right, so on top of this list, at the top of this list is diaspora bonds. I'm pretty sure that you've heard of a lot of attempts by governments and municipalities to sell diaspora bonds to the diaspora living abroad. There's been some very successful cases, whether it's Nigeria, Kenya in 2012, Ethiopia recently, and then there've been some failures. And I can go through in the Q&A what are the key lessons in terms of the failures. Afford. Eric. We lost you. I'm sorry, Eric, we lost you for a couple of seconds. I'm very sorry. Could you please repeat? I'm not sure whether all the participants heard the last sentence. Is working. Allô, allô, allô. 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 On
Allô? Allô? Eric? Allô? Allô, allô? No, we cannot hear you. Can you hear me now? Yes, Can you hear me? yes. Okay. I'm not sure what happened. I think the app is going in and out, but just let me know, and I'll reset the mute button just to see if I can get through. We hear you now, yeah, it's some technical problem. I don't know where from it comes. So Maybe you can start from the beginning and show all the all right. have heard about the talk. Okay. the Sure. African. Sure. I'm very sorry for this technical. Yeah. So no worries. No worries. No worries. We have time. So on this slide, I'm talking about new developments that are going on to connect to investment opportunities back home. At the top of that list is diaspora bonds, and I think many of the participants may have heard about this initiative. Many countries have attempted to issue diaspora bonds. Some have done so with success. Some have done so with not so much success. In the Q&A session, I will talk about the lessons learned and how to do so successfully. One of the projects that we think is going to be quite successful is the Afford Rwanda Housing Bond, which is targeted at the diaspora. This is to finance housing. It's meant to be the model structure that will then be replicated all throughout the continent. We are very confident that this is well thought out and well put together, and the motivations on both the government side as well as the Afford side all point to a very successful launch. There's also the introduction that we've seen of property investment vehicles. In Kenya, there was a launch of what's called the D-REIT, or the Development Real Estate Investment Trust, where you're able to pool your investments around the financing of a commercial building or the financing of a housing complex. And then there's obviously the REIT, the Real Estate Investment Trust, which is pooling of diaspora capital to invest in a diversified portfolio of real estate properties. That exists in Nigeria, it exists in Kenya. We haven't seen it yet in Ethiopia. I think there's legislation to facilitate that. And then in the Francophone zone, I am not quite sure whether the Cote d'Ivoire has facilitated the listing of real estate investment trusts on the, but we don't have that as of yet. Then there's the obvious, that's local listing of stocks and bonds on the exchange, where you can invest through a broker dealer or a registered agent in your home country. Again, Nigeria leads the way. Kenya also has. Eric, do you hear us? We'll lose you again. Has a significant liquidity in this as well. And I'll talk about this issue. All right, can you hear me now? Yes. Okay. Okay. All right. I know. What I'll do is, when you can't hear me, let me know, and I'll turn on and off the mute button. That seems to be that seems to work. So just to repeat, bonds and stocks that are listed in the local market, where the registered agent can facilitate
your investment is what we're seeing, particularly in Nigeria and in Kenya. You have to find a trusted agent. You have to open up an account with a trusted agent. Unfortunately, you have to travel back home to open your account. Because they, in most cases, if they want to have you open an account while you're, in your host country, they need to be licensed in order to be able to have you open your account in London or in New York, or etc. And in most cases, those licenses are very expensive for these agents. Some banks are linked up with agents and can offer that directly as you open up a bank account. But we've seen very, very few of those kinds of opportunities open up. Then the ability to invest in SME debt portfolios, what we call working capital portfolios. There are a couple of opportunities in Nigeria, in Kenya, and in Cameroon, which I mentioned here, and I'll mention the names of the company a little bit later, where you can get some interesting returns while at the same time helping small companies grow and increase jobs. And then the International Finance Corporation, which is the private sector arm of the World Bank, they are developing local currency debt facilities in different countries on the continent. I think they launched one in Ghana, and I believe they're doing one in Senegal and in Nigeria. They may be working on something in Kenya as well, and I think they're looking at Ethiopia as well. These facilities are meant to raise money from the diaspora to invest in IFC-sponsored companies and investment managers. So you get the guarantee of the World Bank brand, while at the same time you get the vetted quality of the investment opportunity that IFC has identified. This is a model that they are using in a number of countries around the world, and I think it has, yes? Yes, I'm sorry, I just lost the connection for a couple of seconds. I'm here. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah, so IFC, the benefit of this IFC loan facility is that as a diaspora, you have access to a bond that is issued by IFC, where the underlying investment is vetted by the World Bank. And that's going to be, I think, a very big thing. It's also in local currency, which helps the local capital markets grow. And I think to a certain extent, IFC also introduces guarantees, or what they call de-risking of the underlying investment. So that could be quite interesting. We're working with them in a number of countries. And so, they'll be making announcements on this program. Translation? Okay. I can switch the slides. Donc, Donc, quelles sont les nouvelles avancées dans tout ce qui concerne les types d'investissements pour les diasporas? Les premières, ce sont les obligations de la diaspora. C'est un type d'investissement que vous avez dû peut-être entendre. Il y a certains gouvernements, municipalités qui sont en train de mettre en place. Ce sont des obligations qui sont en train d'émettre de la diaspora. Des pays comme Nigeria, comme Kenya, en 2012, on a eu c'était un succès pour eux. L'Éthiopie, elle travaille actuellement sur le cadre législatif pour pouvoir améliorer justement et faciliter ce domaine. Aussi, en termes des opportunités, il y a un Ford Rwanda Housing Bond. Donc, c'est un dispositif assez récent, mais un dispositif qui a plein de potentiel et qui peut être considéré comme un succès, à s'inspirer d'eux et à prendre en considération si vous voulez investir. Donc, je pense qu'à force pourra vous en donner davantage d'informations. Un autre type d'investissement, ce sont des introductions des véhicules d'investissement des dispositifs, des fiduciaires d'investissement immobilier assez importants en Nigeria, au Kenya. Ce sont clairement des fonds qui permettent
permettent l'investissement dans la création des complexes commerciaux, des complexes d'habitation et des choses pareilles. Il y a aussi le marché d'obligations et boursiers. Donc, ce sont des fonds communs de placement en obligations et en actions. Il y a des success stories au Nigeria, à Ghana. Oups. On demande à la personne, s'il vous plaît, de mettre ça sur le mute. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre, on disait qu'il y a aussi le portefeuille de crédit bancaire pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est clairement un dispositif qui permet de mettre en place les fonds de... Hello. Yeah. Hi, Debla. Yeah. Allô? Oui, donc je vais répondre. Yeah. Les fonds pour les petites et moyennes entreprises, c'est clairement le cas de pays comme Kenya, Nigeria. Yeah. I'm very sorry. We hear you, and can No, you just please... put my name. Hello? That's all. Hello. Michael, Just put my name. Can you Unit number 28, Google. Please. Michael Gohill needs to mute. I'll give you the address. Hello. We are very sorry, but we hear you. Okay. So I don't know whether now it's better. So we wish good luck to the person. Et donc finalement, il y a les obligations de la Banque mondiale. C'est aussi un dispositif qui est assez nouveau, qui s'appelle IFC, des obligations à monnaie nationale. Donc c'est quelque chose qui met l'accent sur les obligations de la diaspora. C'est un dispositif qui a plein de succès, un dispositif qui est mis en place par la Banque mondiale, qui travaille aussi avec la monnaie du pays d'origine et qui est en train de mettre en place maintenant une option de privation des risques. Ça veut dire s'il y a des risques, donc c'est une option qui est mise en place pour justement pouvoir au maximum éviter tout type de risque. Il faut savoir que pour toutes ces options, bien évidemment, il faut prendre un broker, un agent commercial, un courtier enregistré, un courtier qui souvent est en train de travailler avec la banque, parce que quand vous ouvrez un compte dans un pays d'origine, très souvent la banque est là déjà un courtier qu'elle peut vous proposer. Mais bien évidemment, ça vous demandera de faire des allers-retours dans le pays d'origine pour pouvoir ouvrir le compte, pour pouvoir gérer tout ça. OK. Great, thank you. Yes, next. Okay, great. So some additional examples that I wanted to offer are, these are platforms that are based in the West that are directly interacting with the diaspora to give them access to deal flow or investment opportunities. So one example would be VC4Africa.net. This is venture capital. The way they are set up is that they have an online website where you can see small business entrepreneurs describe their investment, describe their company, and then and lay out, what their proposition is and how much money they're saving. The Hello? Yes? Can you hear me? Yes. Yeah, okay. So VC4Africa.net is a web-based platform that attracts small entrepreneurs who are seeking to raise money from angel investors. So angel investors register on the platform as mentors, but also as investors. And they provide capacity building to the entrepreneur, improve their receive working capital
loan investment platform. They work with banks to raise third-party capital for small businesses that the banks would like to help grow. And so Ovamba's business model is to provide 30-day, 60-day, and 12-month loans to small businesses in Cameroon. They are quite successful at that business model, and it's potentially a model that could be replicated all throughout the continent. Then specifically in terms of angel investors, one of the models that we have found very attractive is called Cairo Angels. It's specific to Egypt, although we are seeing a similar model in Algeria and I believe in Libya as well, starting in Libya. And essentially, it's a web-based platform where members of the I would call high net worth diaspora tend to pool capital. They work with a fund manager in Egypt who then takes the capital and invested in a select list of companies that the group has approved. They meet on a monthly and quarterly basis to review each investment opportunity by a conference call. They also do conferences in Cairo where they invite the angels to come and visit the companies and talk to the entrepreneurs, and then they make a decision to invest. They pool their capital and ultimately invest and follow the company to its growth. A new development that we've seen is because of the constraints in the regulatory constraints in the host country, a number of crowdfunding solutions are now being built in the country of origin. We advised the government of Morocco on legislation to launch a Moroccan-based crowdfunding platform to attract not only diaspora capital, but also local capital in Morocco. I think Cote d'Ivoire is talking about a similar solution, but it's still conceptual. In Nigeria, we know a number of financial actors in Nigeria who would like to push for crowdfunding to be a domestic funding solution as well. Translation? Thank you very much. Just a couple of seconds for me to change. Donc, quelles sont les plateformes qui sont disponibles pour les différents types d'investissements de la diaspora? Une des plateformes occidentales qui est la plus, on peut dire, répandue, c'est VC4Africa.net. Donc, c'est une plateforme qui est online, qui est basée, qui est une plateforme web, qui permet aux diasporas d'investir dans les différentes entreprises, des petites entreprises, permet aussi d'attirer en fait ces entreprises et de travailler sur tout ce qui est le renforcement des capacités. Et les banques travaillent beaucoup dans le cadre de cette plateforme, on travaille beaucoup entre les banques et les angels, donc les business angels, ce qui facilite en fait les investissements dans les entreprises petites et moyennes. Une autre plateforme qui est aussi une plateforme digitale qui s'appelle ovamba.com. La différence est que cette plateforme, donc, elle donne des crédits de 30 à 60 jours et qui permet aussi d'investir dans les différentes entreprises, dans les différentes opportunités. Et c'est une plateforme qui est basée au Cameroun. Il y a aussi une autre forme d'investissement, une forme de dispositif qui est fonds de capital et risque des investisseurs providentiels, donc c'est des business angels, qui s'appelle le Cairo Angels.com, qui est basé en Égypte. Il y a une pareille en Libye. Et donc, c'est une plateforme qui
qui permet d'investir le capital dans une liste sélectionnée, présélectionnée des entreprises qui sont déjà approuvées, qui sont déjà validées. En même temps, donc la plateforme permet d'avoir également des réunions entre les chercheurs en fait des fonds et les business angels pour justement les mettre en contact et pour trouver en fait ces pistes des financements. Il y a aussi des plateformes des levées de fonds, des crowdfunding domestiques. Actuellement, le Maroc travaille la législation, son cadre réglementaire pour pouvoir permettre non seulement l'investissement du capital de la diaspora, mais aussi du capital local. Les mêmes avancées sont au niveau des Nigeria, qui fait aussi de plaidoyer pour avoir une plateforme de crowdfunding, de levée de fonds local. C'est le cas aussi de Côte d'Ivoire et bien d'autres pays anglophones et francophones. Okay. Excellent. Next slide. So one of the key value added aspects of crowdfunding / online platforms is that they eliminate the administrative difficulty, right? So almost like a one-stop shop, you're able, while you're sitting at home before you eat dinner, to go online, look for investment opportunities, and invest as little as $25 in a company that you can then follow as part of your portfolio. The features of these online platforms is essentially 4 key elements. The first one is they organize vetted investments into a catalog that's available online. The second thing is that all of the key features to make an investment is available in what's called a fact sheet. And then you can then allocate your investments either through wire transfer, through credit card, or through e-wallets into the pooling vehicle that in turn will invest in the described project, whether it's housing, whether it's factories, whether it's infrastructure. And in return for your capital, in exchange for your capital, you get a return, and the return or the projected return is stated in the fact sheet. You then are able to monitor investments that are in your portfolio in terms of performance, in terms of impact, in terms of other key factors, performance factors that you think are necessary. Now, HomeStrings, ran a crowdfunding platform in the UK between 2011 and 2016, and it is quite difficult to do this the right way. One, you have to source high quality deals, which means that you have to have very strong relationships on the ground back home. Number 2, you have to comply with regulatory requirements in the host country where you are operating. Number 3, you have to have a marketing budget in order to market these opportunities to the diaspora who are living in the host country. And then number 4, you have to be able to report in a timely basis on performance, either through online webinars, online reporting, conferences, and the rest of it. So the undertaking may look very simple when you look at an online page, but the execution in the brick and mortar space is actually very challenging. Translation. Okay, thank you very much. Donc, quels sont les avantages en fait d'une plateforme en ligne pareille? Donc, on peut pour investir, c'est assez simple. Donc, tu t'assois à la maison, tu regardes sur la plateforme les différentes opportunités d'investissement. Bien évidemment, tu as déjà ton projet en tête et tu as tes intérêts. Donc, tu regardes quels sont les projets qui répondent au mieux à tes besoins et à ton projet et à tes intérêts. Ensuite, tu peux faire un investissement direct, que ce soit à travers ta carte de crédit, que ce soit le portefeuille électronique, un transfert bancaire, un PayPal ou une autre chose. Donc, c'est en fonction des opportunités. Bien évidemment, tu as un fact sheet qui permet un peu
d'avoir un descriptif global, un descriptif assez détaillé de l'opportunité des financements. Donc après, dans ton investissement, tu peux l'investir, tu peux le mettre, tu peux le placer dans les différentes options, que ce soit l'achat des maisons, que ce soit les petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est peut-être assez varié. Et bien évidemment, après, tu peux justement faire le suivi régulier avec des rapports, des graphiques, les avancées, les progrès en temps réel. Donc, tu peux avoir un reporting assez régulier, des updates à travers ton compte personnel. Pour le home streams, ce qu'ils ont remarqué, ils ont essayé de suivre tout ça dès 2011 jusqu'à 2016 et il est assez difficile de faire ce type. Donc, ça peut paraître facile à le faire, mais très difficile à le mettre en place d'une manière pratique parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que tu dois connaître. Et la première chose, c'est de connaître bien évidemment le contexte de ton pays d'origine, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quelles sont les opportunités. Le deuxième, c'est connaître le cadre réglementaire qui permet également de comprendre quelles sont les tendances sur le marché et bien évidemment avoir les opportunités de marché, de les saisir bien. Et finalement, c'est faire le reporting. C'est clairement enregistrer les avancées, les progrès qui ont été réalisés. Donc, mettre en place, c'est facile, exécuter, c'est beaucoup plus difficile. Go on, Eric. Yes, thank you. Excellent. Next slide. Next slide. Great. Now, in order for that mechanism to work, you obviously need to have working capital markets, working regulatory environment, knowledgeable agents on the ground, and obviously a banking community that is interested in growing its services both domestically and internationally. And what we have found over the past 20-some years is that there is a growing gap between Anglophone countries and Francophone countries when it comes to capital markets, i.e. Innovation, responsiveness, and I would say coordination, if you will, with the realities of the diaspora. So some of the key elements that we think are needed is, increased financial market liquidity. I think, as I mentioned before, IFC is helping with that by issuing domestic currency bonds in key markets. You need a regulatory framework that is up to date, that takes into account technology to facilitate flows, cross-border flows, cross-border investments. Number three, the agents back home who are facilitating liquidity in the domestic capital markets need to be knowledgeable, need to be well-trained, need to understand the needs of the diaspora, need to be innovative in finding solutions for those needs. And then, as I mentioned before, the banks need to have a drive, to generate new ideas, new products, and also a desire to grow on a continent, on a regional basis, on a continental basis, and obviously on a global basis. And so those key factors are missing when you're comparing what is happening in the Francophone zone versus what's happening in the Anglo-Saxon zone. Translation. Okay, thank you very much. Just a second. Hop. Donc, quand on regarde le marché, les réalités du marché francophone et anglophone, du marché financier, on parle bien évidemment, on est en train de voir en fait un énorme gap, une énorme distorsion entre les réalités des deux. Et en fait, cette distorsion, elle concerne essentiellement la capacité d'innovation
quand il s'agit des instruments du marché des capitaux et les options d'investissement de la diaspora. Il s'agit aussi des connaissances du cadre réglementaire, des agents, en général de la communauté bancaire. Et en fait, ce qui est important de savoir qu'il y a des éléments clés à la réussite pour que ça marche, pour que les investissements transfrontaliers, les investissements de la diaspora puissent se passer d'une manière plus fluide et plus transparente. Il faut que le marché financier puisse avoir suffisamment de liquidités. Il faut que le cadre réglementaire soit vraiment mis en place et soit respecté. Il faut que les agents du marché des capitaux, qu'il s'agisse des courtiers, qu'ils soient formés, qu'ils soient au taquet des connaissances, qu'ils soient vraiment, qu'ils connaissent vraiment des avancées dernières dans ce domaine et une communauté bancaire souple. Pour les banques, il faut qu'ils soient vraiment des générateurs des innovations et des idées nouvelles pour permettre justement attirer plus de financement possible. OK? Yeah, Oui. excellent. Yes, excellent translation. Next slide. Yes. So like we like to say at HomeStrings, an impediment or a problem is actually an opportunity to create a new product, a new service. And so, despite these gaps that we talked about, the diaspora can actually innovate. It could form investment clubs to build and finance property back home. One of the big opportunities that we're seeing, particularly in Nigeria and Ghana and in Kenya, is that the diaspora are financing the purchase of single-family homes, and then they're listing those homes on Airbnb. Airbnb has recently launched their Africa service, and the diaspora is making a lot of money placing their property on that platform. So that's one example. The diaspora can partner with the banks to finance small businesses. Many of these banks have small business clients that need additional capital. The banks are strong enough to be able to postulate to the central bank to create funds where the diaspora can allocate some capital from their savings account into these bank managed funds that can lend to small businesses. Again, here the banks have to be interested in growing their products and services to the diaspora. Last but not least, working with Afford municipalities could also tap directly into the diaspora with the issuance of diaspora municipal bonds. For example, we saw in Kenya with the changes in legislation giving financing authority to the municipalities to finance their own projects, be it the creation of parking garages, the installation of parking meters, the financing of mixed-use commercial buildings. All these are opportunities where the diaspora can potentially finance it, but the municipalities need to contact companies like Afford and HomeStrings, to be able to create the securities or the bonds that the diaspora can then invest in. Translation. Ok, thank you. Donc, malgré cela, comme on dit chez nous à HomeStrings, donc une difficulté suppose aussi une opportunité. Donc, forcément, c'est une opportunité de créer un nouveau service, un nouveau dispositif. Mais la diaspora, elle peut innover elle-même. Donc, dans ce cadre-là, on voit qu'il existe les clubs d'investissement. Ce sont des opportunités d'investissement pour la diaspora qui peuvent construire des biens immobiliers pour ensuite les louer, surtout sur Airbnb. Airbnb, vous le connaissez très bien, c'est une plateforme en ligne qui permet de louer des maisons à des prix assez intéressants, des appartements à des prix assez intéressants. Ils ont cette opportunité et ils travaillent aussi dans cette direction pour avoir cette
opportunités d'investissement. Il y a aussi la possibilité d'avoir des partenariats avec des banques pour financer des petites et moyennes entreprises. Et les banques, dans ce cadre-là, ils proposent une rangée assez intéressante d'options, d'opportunités d'investissement pour la diaspora. Et les banques sont assez crédibles dans ce sens-là. Il y a aussi la possibilité de créer des sociétés d'investissement de travailler sur l'investissement des obligations. Donc, c'est le cas à Ford qui travaille beaucoup avec les municipalités pour émettre des obligations de la diaspora pour les différents objectifs, que ce soit le logement, la santé, l'éducation, la construction des espaces commerciaux, des parkings, donc les fonctions, les options peuvent être vraiment très différentes. On voit aussi que, donc, Eric a mentionné le cas de Kenya. Donc, elle est en train d'échanger, de travailler sur le cadre législatif pour accorder plus de pouvoir dans ce sens aux municipalités qui peuvent elles-mêmes mobiliser le financement pour construire, pour investir dans les différents types d'opportunités comme la construction des différentes choses, des parkings, des appartements, des maisons, etc. Donc, on voit vraiment un grand éventail d'opportunités. All right, Okay, thanks. Yes, excellent, thank you. So in summary, you know, there are a growing pipeline of investment opportunities, formal investment opportunities that is growing, that is being made available to the diaspora. I think policymakers are now attuned to the power of remittances and the power of that 25% to make a huge difference in financing development, and private companies are as well. I mean, we're working with a number of banks that are looking to develop new diaspora products. Ford is also very busy in building its own pipeline of diaspora-related investment opportunities linked to projects back in the home country. So this is a growing area that is showing a lot of promise. And between now and next year, we will probably be talking about a completely different universe of diaspora investments. Clearly, the starting point is having capital markets back home, to be more developed, to be deeper, to have more issuances, to have more companies listed, more securities listed, to have trained agents who are sophisticated and attuned to what the diaspora are looking for. The banks who are pivotal to any sort of development finance, any sort of development scenario, need to be, without being facetious, need to shake their laziness and develop new products directed at capturing diaspora flows. I think that initiative from the diaspora, innovation, whether it's technology or in structuring of new opportunities, is going to be very key. The ability to do this will determine, will create the paradigm shift in development finance, and we hope to be to be at the forefront of that. And on that note, I thank you for your time and look forward to the Q&A session. Thank you. Okay, thank you very much, Eric. Donc, un résumé. Les options pour investir dans les différentes opportunités formelles pour la diaspora sont en train de croître progressivement. On le voit clairement avec les différents pays qu'on a cités aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Ford joue un rôle clé auprès des gouvernements et des acteurs du secteur privé. Et c'est assez intéressant de voir le pouvoir en fait
des transferts de fonds et de ces 25% qui sont justement redirigés vers les investissements. Il faut savoir que les marchés financiers dans des pays d'origine ont besoin aussi d'un développement et d'une progression d'ajustement de cadre financier réglementaire pour pouvoir répondre aux réalités. Les banques jouent un rôle clé en fait dans la collecte, dans la canalisation de ce fonds pour le compte de la diaspora, et les banques doivent être secouées un tout petit peu pour être la force de proposition et d'idées. Les gouvernements doivent adopter des lois novatrices pour justement faciliter les investissements de la diaspora, et on voit clairement que le pouvoir d'investissement de la diaspora, il est capable de changer ce paradigme en faveur de ces investissements justement, et l'initiative et l'innovation sont essentielles à ce stade. Donc, on vous remercie beaucoup. Donc, pour avoir les contacts de Afford, donc vous avez vu qu'il y a un lien où vous pouvez vous inscrire pour recevoir plus d'actualités. Le contact d'Eric, son compte LinkedIn, donc tout est là. Et on vous remercie pour cette présentation. Donc, Eric, thank you very much for this very exciting and amazing presentation. So I open the floor for questions and answers because we don't have much time, so we have to go on. Just feel free, unmute your microphone, and if you have some questions or comments, just go on. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires à poser à Eric, à faire à Eric, n'hésitez pas. Donc, maintenant, vous pouvez activer votre microphone et poser votre question. Donc, n'hésitez pas. Entre-temps, on va regarder s'il y a des questions dans le chat. Oui, c'est ça. You can also ask questions in the chat as well. That's correct. OK. Bonjour. Oui, Allô? bonjour. Bonjour, oui, c'est Khadi. Oui, bonjour Hadi. Voilà. Je m'excuse aussi d'avoir pris la réunion en cours. Je suis un peu prise. Il n'y a pas de souci, on a bien compris. Voilà, et féliciter les intervenants. C'était très passionnant. La seule question que je voulais poser à Eric, c'est sur le modèle que Afford a lancé. Quelle est la différence entre les fameux diaspora bonds qu'on a initiés un peu partout, où le succès est plus ou moins mitigé? Est-ce que c'est un diaspora bond que Afford propose ou une autre forme de participation? Et est-ce que aussi les projets initiés, c'est des projets d'envergure nationale ou simplement des sociétés privées? So Eric, should I translate for you? This is Raji Sarkonyang. No, it's okay. Okay. Yeah, I understood the question, but I will answer it in English, and then you can translate. So I will translate the question in English for the English-speaking crowd. My understanding of the Khadi's question is how different is the Afford diaspora model from the other diaspora bonds that were issued prior and that were not successful, and whether or not these diaspora bonds are directed or to fund national projects or private projects. So I am going to speak from my understanding of Afford, but if Afford wants to step in and speak for themselves as well. Is Kenny online? Yes. I'm listening. No. Is Kenny Washington from Afford? Is he? Okay. So I will respond on behalf of Afford. So. The Afford diaspora bond is
initiative between DFID, the development agency in the UK, and the government of Rwanda. It is very specific in this particular case to housing, but the model that is being put together is being structured in such a way that it can be replicated in other countries. Two major things that differentiate what Afford is doing and what has happened in the past. In the past, the governments essentially thought that access to the diaspora around the world was not regulated, and so they issued essentially securities that were not regulated, and then distributed those securities also in an unregulated fashion. So on the one hand, the securities weren't well structured, and then number two, they were not regulated in the countries where the diaspora live, and as a result, a number of countries who had attempted that got fined by the regulators. So that's one. Number two, the transparency is extremely important. So you have to have an offering document that describes the use of proceeds. You have to be able to do all the things that I showed on the schematic. You have to be able to report. You have to be able to update the investors on the impact that the project is having, on the return that they are earning. And so those are the elements that Afford is doing. Afford is doing a fantastic job at retaining expertise, both in the UK and on the continent, with the help of the Rwandan government, to make sure that all the regulatory, all the legal issues, all the project oversight issues are all checked. And then on the other side, Afford is setting up a separate organization to handle the regulatory issue here in the UK. And Afford is already known in terms of its marketing capability through partners in the diaspora community. So looking at the list of what you need bond issuance and distribution. In the case of Rwanda, it is a government project, housing project, but I would not, I wouldn't be surprised if this model is also used to finance businesses in the home country. Okay. Are you going to translate all that, or is that okay? Yeah, for me it's okay, but Nelly can translate. Yeah, I can translate for those maybe who didn't completely understand. Donc, Radi a demandé une question. Quelle est la différence entre les obligations de la diaspora, qui est en fait un projet, un dispositif assez connu, avec des résultats mitigés, mais avec une envergure quand même, et la différence avec le nouveau dispositif d'Afford. Et donc, Eric, il donne essentiellement sa compréhension de la question. Le premier, donc c'est un projet qui est développé essentiellement entre les agences de développement des Royaumes-Unis et le Rwanda. Et c'est sur le modèle d'investissement dans le logement. Donc, c'est aussi un modèle qui peut être répliqué dans d'autres pays. Il y a quand même pas mal des éléments qui doivent être pris en compte quand on regarde la possibilité d'investissement à travers ce dispositif. C'est premièrement tout ce qui est les aspects d'accès, donc accès à la diaspora. Donc ça veut dire que dans certains pays, les gouvernements, les banques n'avaient pas accès à la diaspora ou l'accès n'était pas réglementé, ce qui rendait la question très difficile. Bien évidemment, il y avait aussi la question des sécurisations et des structurations. Donc, la sécurisation n'était pas bien structurée dans certains pays et donc
ça crée bien évidemment des difficultés. Il y a aussi la transparence. Ça veut dire que tous les documents pour tout le processus qu'Eric expliquait dans sa présentation, le choix, l'analyse, le reporting, l'actualisation, l'information des investisseurs par rapport à ce que vous avez fait. Donc ça doit vraiment être mis en place. Et ce qui est bien avec le cas d'Afford, le modèle que propose Afford, en fait, il faut savoir qu'Afford, il a de l'expertise, il met en place de l'expertise tant au Royaume-Uni que sur le continent aussi. Donc, ce qui rend vraiment le processus beaucoup plus fluide parce que eux, ils proposent aussi un service, tout ce que vous devez faire par vous-même, ça veut dire identification des opportunités, enregistrement, investissement, suivi et reporting, ça c'est fait déjà pour vous. Donc tous les documents, toute la procédure est déjà fait par Afford, ce qui vraiment rend la procédure, le processus très fluide. Mais il faut savoir que le Waterhousing, le projet qui est proposé par Afford, c'est peut-être aussi un projet répliqué, non seulement pour l'investissement dans l'immobilier, mais aussi dans d'autres projets, dans d'autres types de domaines, que ce soit, je sais pas, les petites et moyennes entreprises ou autre chose. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Is there any other question? Sur le chat, Ok, je crois qu'il y a une question. Ouais, je vois qu'il y a Kenny. So Kenny, this piece, the difficulty to accommodate the retail. Kenny, if you hear us, could you please explain maybe and Yes. all the information that you can useful? Okay, can you hear me? Yes. Okay, it was just one additional point. I think Eric explained the Rwanda diaspora bond very well, but just one of the other distinctions of the Rwanda diaspora bond is that we're trying to sort of forge new ground in developing a formal financial instrument that operates within the local capital markets but accommodates smaller scale diaspora investors. This does create a different dimension from the typical sovereign or municipal bond offer because it's sort of competing in the more commercial capital markets, and that makes it ultimately sort of subject to some performance standards in terms of return on investment that we're aiming to structure to make the product more competitive. That's something that we think is going to be a good addition to diversification of investment products for the African diaspora. So just an additional point. Okay, thank you very much, Kenny. So I will translate very shortly in French. Donc, Kenny, qui vient de Afford, qui travaille justement sur ce dispositif de Waterhousing, il vient juste de rajouter à ce qu'Eric vient de dire sur la différence entre les obligations de la diaspora et ce modèle que Afford propose. C'est que, en fait, le modèle de Afford, il vise plus essentiellement les petits investisseurs donc dans le marché local, ce qui bien évidemment donne une autre dimension, une dimension plus humaine à la question et ce qui permet bien évidemment un autre niveau des compétitions dans le marché commercial, ce qui permet aussi des standards, des résultats de performance en fait assez différents. Donc c'est très intéressant de voir parce que ça contribue aussi à la diversification des opportunités des financements. Any other questions or comments? Yeah, Vous avez hi. encore des questions? Yes, Hello. hi.
Hi, my name is Hello. Olu. It's a question for Eric. Thanks for the presentation. Basically, I just wanted to kindly share a bit more light on the issue of crowdfunding investments from diaspora. I know you mentioned that you did this with HomeStrings for about 5 years or so. I mean, a lot of the investors, to the best of my knowledge, from in diaspora are retail investors. So just hoping whether you could shed a bit more light on the challenges and potential way forward. I know you mentioned it briefly when you doing your presentation. Thank you. Thank you very much. I will Yes, thanks. translate maybe in French and then Go ahead. Eric, I will give you the floor. Donc notre participant, il a demandé à Eric de préciser justement la question des crowdfunding parce que Eric, il a plus de 25 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine et donc il voudrait en connaître davantage sur quels sont les enjeux, les opportunités de ce type d'investissement. Go on, Eric. Okay, great. Thanks. Your name is Omar. Is that what your name is? Sorry. It's Olu. I'm sorry. Olu spells John. Yeah, I see your name. John. John, yes. Great. Yeah. So I'm trying to summarize here. The challenges that that HomeStrings experience had more to do with scaling. So let me give you a little bit of background. Incidentally, there is a Harvard Business School case study on HomeStrings and the challenges that we face, which were primarily regulatory. So as you mentioned, the majority of the diaspora is retail. The regulatory restrictions are very high when it comes to introducing private investments to the retail audience. The restrictions are even higher in the U.S., which is the largest diaspora market, right? I mean, the U.S. in of itself is a nation of immigrants, despite whatever Trump is saying. And so our initial model was that the U.S. did not present initially an opportunity for us to launch in the U.S. because of the restrictions around retail investors, but to launch in the U.K. where on a relative basis, the UK presented a lot lighter challenge in terms of regulatory compliance. And then for us, the most important thing was proof of concept. We wanted to prove that you can connect the diaspora to investment opportunities back home. You can do so within the private investment space, meaning non-listed securities, right? Where we would be responsible for sourcing transactions, for structuring the transactions, for listing the transactions, for collecting the funds and pooling them into each investment, and then subsequently reporting on the performance of those investments through conferences, through online platform. The economics for us depended significantly on the number of members that we could register on the platform. Kenny, correct me if I'm wrong on this number, but there are approximately about 1 million African diaspora who reside in the UK, which meant that for us to maintain a profitable platform, we would need to, at the very least, register 250,000 members. So that's one, which meant that we would have to capture up to 25% of the diaspora who are officially, in the UK, which is a daunting experience for homes. Okay. And then there were some other very specific elements to crowdfunding in terms of the crowdfunding model. Crowdfunding under the current model actually requires an anchor investor, which is usually an institutional investor who guarantees the investment of up to 60% of any transaction in the catalog. That presents obviously a significant challenge because it means that you
you have identified and secured an institutional investor who is buying up to 60% of all the transactions on your platform. Anyway, to be able to do all that and pay for compliance was quite a challenge. So we ran the the platform for 6 years between 2000 and 2017, and then ultimately decided to pivot by not being tied to crowdfunding, but to be able to partner with different platforms in order to distribute securities that we have identified, projects that we have identified and we have structured in conjunction with our clients. And what we do is we help municipalities, help sovereigns, help development financial institutions, help private companies build new products targeted at the diaspora. We do the marketing strategy, and we identify the appropriate channels of distribution, to raise the diaspora capital for those projects. And so our model is one of partnering with the distribution channel as opposed to being the distribution channel. Okay. Thank you very much. Just a quick comment, just in response to what you said. I know you did say that there are about 1 million people in diaspora in the UK. I probably think that there is a community of people in diaspora that don't get counted. People like me, who they basically count people who were born in foreign countries and come to live in the UK. I was born in the UK, grew up abroad, came back, so I basically get counted as British, but for all intents and purposes, I am diaspora. I think you're probably right. So unless the census specifically says, "Are you of African heritage?" then you will be lumped in with the general population. That's correct. It's British, but I identify as diaspora because even though I was born here. So I'm just saying, I think the numbers are much higher than the officially reported. That's all I'm trying to say. Hello. Yes. Hello. So yeah. Are you going to translate, or are you just opening it up for additional questions? Yeah, I'll try very briefly to sum up. Donc John Olu, qui est notre participant, il a demandé une question assez précise donc, sur quels sont les enjeux de crowdfunding. Donc, Eric, il a expliqué en fait que le crowdfunding, il y avait une étude de Harvard Business School qui était issue à propos de ça, et donc c'est un autre niveau d'investissement qui est différent et qui demande un cadre législatif assez particulier parce qu'il s'agit des investisseurs privés, des investisseurs particuliers. Et donc, le marché des États-Unis, il a des avancées notables dans ce sens parce que tout simplement, ils ont en fait cette habitude parce que, comme on connaît très bien, les États-Unis, c'est un pays des migrants. Donc, c'est un modèle assez répandu là-bas. Mais après, au Royaume-Uni, la situation est un peu différente. Mais un des enjeux les plus notables, en fait, c'est bien évidemment le cadre réglementaire. C'est aussi la capacité en fait des investisseurs, la capacité en fait de ceux qui mettent l'argent dans ces plateformes, c'est de pouvoir suivre tout ce processus de A à Z. Il y a aussi la question de capacité de cette plateforme, des plateformes de crowdfunding. Parce que, par exemple, l'organisation d'Eric, elle a eu une plateforme, ils ont géré une plateforme en ligne, et en fait, pour qu'elle soit profitable, qu'elle puisse travailler, il fallait au moins 50 000 d'utilisateurs, ce qui est un chiffre assez incroyable. Et donc, un autre aspect qui est assez important, c'est aussi tous les investissements qui étaient
investis à travers ces plateformes, ils doivent être couverts aussi, ils doivent être appuyés par un investissement, par un investisseur en fait encore, je ne sais pas comment le traduire, des garanties, on peut dire, ça veut dire qu'il y a une contribution également de la part d'un gros investisseur qui doit être faite pour que ça puisse avoir lieu. Donc voilà en gros ce qui était dit. Est-ce qu'il y a encore des questions? Is there any other questions? Maybe we can take a last one. Go on. You have the floor. Il me reste peu de temps, mais on peut prendre une toute dernière question. Ok. Donc, apparemment, question. Donc, Radi, je ne sais pas si tu veux peut-être faire un mot de clôture et faire un brief des actualités. Oui, merci Nelly. Je pense que en guise de mot de clôture, ce serait plus un mot de remerciement. C'est vrai que ADEP ne fonctionne que par l'activité de ses membres et on est fiers aujourd'hui de voir qu'un des membres d'ADEP travaille dans un secteur aussi pointu avec beaucoup d'attentes de la diaspora, tout ce qui concerne l'investissement productif de la diaspora est un chantier un chantier ardent qu'on n'a pas encore exploré. Donc, trouver de nouvelles formes, de nouvelles formes dans l'innovation plutôt, parce que quand on pense diaspora, on pense que transfert financier, mais là, c'est au-delà des transferts financiers. Quelles sont les opportunités d'investissement de la diaspora? Et c'est là où c'est important aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouveaux modèles. On parle de e-banking, on parle de portefeuille électronique et toutes ces questions, je pense que la diaspora doit être à mesure de les transposer dans des projets porteurs sur le continent. Voilà, ADEP est là pour continuer à prendre ces exemples de bonnes pratiques pour aussi essayer de les faire porter par d'autres organisations. L'exemple de Afford fera tâche d'huile, certainement, mais avant ça, je pense que le travail de ADEP est de continuer à appuyer cette initiative, à la relayer, à la porter en même temps qu'ADEP pour qu'elle soit en tout cas beaucoup plus visible, beaucoup plus pertinente ici au niveau international. Bon, je remercie surtout, je le dirai tout de suite, la pertinence de Nelly, qui est en même temps chargée de communication, mais qui est les webinaires sont devenus les webinaires de Nelly, parce que je sais que ça nécessite beaucoup de travail, de concentration et de préparation, qu'elle n'économise pas du tout. Donc, Nelly, merci encore pour toujours être au rendez-vous et surtout essayer toujours de continuer à mobiliser et à passionner. Parce que si ce n'était pas passionnant, c'est sûr que beaucoup de personnes auraient décroché. Et voilà, c'est juste le mot que j'avais à dire en disant qu'on est là encore pour continuer à travailler avec tous les membres qui le sollicitent. Aujourd'hui, le sujet était particulièrement très intéressant et nous remercions encore Eric pour cette belle présentation qui, je pense qu'on aura l'occasion de le partager avec notre réseau. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ce webinaire pour continuer la réflexion au sein de peut-être des groupes de travail qu'on va créer. Merci encore et peut-être à très bientôt. Great. Thank you very much for the opportunity. I look forward to working with you in the future. And again, thanks for the thanks to the audience as well, and obviously thanks to Nelly as well
for a fantastic job doing translation, which is a very difficult thing to do when you're speaking finance. So again, thank you. Yeah, merci. Yeah, I did my vocabulary. Yeah. Thank you very much. Donc, I will briefly translate the final remarks by Reddy. Donc, we thank Eric first of all for this amazing webinar and for sharing with all the knowledge and the information that you have. It's that is to support such kind of initiatives and other to translate on the continent, to bring with it all this, be it e-banking or other innovative opportunities in Africa. And ADEPT is very attentive to what our members are doing, be it here in Europe and or in Africa, to bring forward the example of a Ford. We will support and back with all the means possible. And once again, you, Eric, and Ford for being and for doing this amazing presentation. And we thank also for their time, their patience, and their questions as well. Thank you very much. And see you in a month for the next webinar. We will keep you posted on. We will share all the information Eric did today with you guys. Follow-up message that will come later on, and also just a very brief information about ADEPT will participate and organize. It's the European Development Days, which will take place on the 18th and 19th of June 2019. So we will provide more information on it. And the second one is the African Diaspora organized in Paris on the 21st of June. So ADEPT will be there for a stand, waiting for the final confirmations, but the idea is for our members expertise, the activities, and they know, and then later on with the detailed information on. Stay for any other opportunities, and so the contacts of Afford if you are interested in about the activities, just jump in better. Donc merci beaucoup finalement à aux activités importantes à venir dont ADEPT participera et organisera une partie. Donc il s'agit des journées européennes de développement qui se tiendront le 18 et le 19 juin à Bruxelles. Donc l'objectif c'est d'avoir un stand, qu'on puisse participer, valoriser leur expérience d'action. Et le deuxième événement, c'est le Forum des diasporas africaines qui se tiendra le 21 juin à Paris. L'objectif, c'est aussi d'avoir un stand, mais aussi d'avoir des participants de la part de notre réseau pour pouvoir justement porter l'expérience, l'expertise sur un sujet qui est assez connexe avec le webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit des financements, de l'entrepreneuriat et des business pour les diasporas. Donc, nous allons revenir vers vous avec des informations détaillées là-dessus. N'hésitez pas aussi de contacter Afford. Vous avez la présentation va être partagée avec vous après ce webinaire, avec l'enregistrement de ce webinaire. Et donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur le dispositif d'Afford, n'hésitez pas à vous connecter à leur newsletter. Et aussi, si vous avez besoin davantage d'informations sur les activités d'ADEPT, nous sommes là toujours pour vous. Et on se voit bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous et au revoir.